Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. On ne fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Alors... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour le lancement du premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie. On sent, et on en parlait un peu avec Sébastien avant l'émission, qu'il y a une vraie attente et un vrai enthousiasme par rapport à tout ça. Donc salut Seb. Salut Charles, bonjour tout le monde et en effet je fais partie de ceux qui sont nombreux qui adorent le Tour d'Italie, c'est même mon tour préféré parmi les trois qu'on connaît et je crois que tu partages également cette chose-là donc, et on doit être plusieurs donc je suis très content de faire l'entame de ce Tour d'Italie. Ouais, c'est vrai que c'est aussi mon grand tour préféré, même s'il n'y a pas toujours la même intensité que sur le Tour de France, forcément, mais sur très très plaisant, très débridé et sympa à suivre. Et la course est partie d'ailleurs, Seb, on peut en toucher vite fait un mot Ouais. avant de parler du scénario. Si tu veux nous dire, il y a deux coureurs en tête. Oui, deux coureurs. Alors, une équipe qu'on attendait sur les premières étapes. Donc, deux coureurs de drone Hopper. Mattia Baïs, un coureur que je connais pas mal, que j'ai eu dans plusieurs jeux. Donc, qui est un qui est un coureur d'échappée. On le voit souvent sur Milan-San Remo. On le voit sur plusieurs courses en Italie. À chaque fois, il part dans les échappées. Et puis, Tagliani également, de la même équipe, qui lui a un peu un profil un peu plus sprinter habituellement et qui là pour le coup vu l'arrivée donc s'est lancé dans... Alors moi je m'attendais à plus de personnes, enfin j'attendais pas qu'il y ait 15 ou 20 coureurs devant, mais je me disais que, on en parlait tout à l'heure aussi, il y allait avoir un ou plusieurs coureurs de l'équipe Drone Hopper en Droni et c'est le cas, mais on attendait aussi des coureurs d'équipes invitées comme Eiolo Cometa, je pensais à des coureurs comme Rivi, mais également des coureurs comme celui qui est un peu régional, le Felter, mais puis également des Bardiani quoi, qu'on attendait, des coureurs comme Gaburo, etc. Et voilà, c'est donc deux coureurs devant, mais c'est vraiment très léger évidemment. Et c'est d'autres équipes qu'on attendait n'ont pas lancé d'éclaireurs. Ouais, c'est surprenant, Seb, parce que quand on regarde les effectifs sur le papier, bon, il y a peut-être un coureur de Bardiani ou de Deolo qui peut finir dans le top 10, mais de là aller gagner ou faire ne serait-ce qu'un podium, je pense pas que ça soit possible, donc ça coûtait pas grand-chose de mettre un coureur dans l'échappée, surtout que tu parlais de Vetter par exemple, Eric Vetter il est hongrois, donc on aurait pu penser qu'à domicile Ah il oui. aurait eu envie, ou un Barnabas Pic aussi, pourquoi pas chez Intermarché, de montrer Oui. un peu le maillot, enfin de se montrer en tout cas quoi. Oui, 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 on s'attendait à ce qu'il puisse être devant. Alors après, pour Pic d'Intermarché, il y a quand même un de ses leaders qui aura peut-être besoin de lui sur la fin, c'est Guilhermet, qui fait une bonne saison. Voilà. Après, pour Bardiani, oui, ce d'autant plus que on peut regarder l'année dernière, il y a 2 ans, même il y a 3 ans, la première étape, j'ai plus en tête qui y avait devant, évidemment, mais je sais qu'à coup sûr, il devait y avoir voire plusieurs Bardiani. Donc voilà. Alors là, d'habitude, on a aussi les Gazprom, mais cette année, enfin, on connaît l'historique, ils sont pas là, et souvent c'est des coureurs aussi qui sont tout le temps dans les échappées, donc là cette année ce sera pas le cas. Mais Bardiani, habituellement, ils envoient dès la première étape un, voire plusieurs coureurs à l'avant. Et là, c'est pas du tout le cas, alors que ils ont des bons coureurs, hein. Il y a Zana, mais c'est quand même pas non plus la top, enfin la plus forte équipe, et c'est surprenant de ne pas les voir devant. Mais du coup, j'écoutais un peu le live sur Eurosport là, avant qu'on commence, et Guillaume Di Grazia expliquait aussi qu'il n'y avait pas un seul Grand Prix de la montagne avant l'arrivée, donc c'était peut-être une des raisons pour lesquelles on n'avait pas grand monde devant, parce que finalement il n'y avait pas grand-chose à gagner, parce qu'il y a un GPM, mais c'est l'arrivée finale, donc
il n'y a aucune chance pour les échappés d'aller glaner des points. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi un petit peu le souci de ne pas avoir mis une ou deux micro-bosses pour donner l'envie justement d'aller récolter un maillot aux échappés? Oui, ça peut être une explication. Après, on sait très bien que bon, c'est vrai que ça peut susciter les attaques et aller devant. Après, on peut se dire aussi, peut-être que certaines équipes voudraient, j'y crois pas trop à ça, mais voudraient peut-être conserver des forces pour plus tard, parce que tout le monde se dit que le Giro, c'est un des Giros les plus compliqués, où il y a le plus de dénivelé et où il va falloir tenir sur la durée. Peut-être que. Mais pourtant, à chaque fois, on voit toujours dans ces tours, hein, et on le voit au Tour de France, mais on le voit aussi au Tour d'Italie, des échappées qu'on nomme souvent publicitaires, et surtout pour des équipes invitées, comme Bardiani, comme Androni, enfin Dronhopper maintenant, Androni, comme Eolo Kometa, voilà, et souvent bah, on montre le maillot parce que ces étapes-là sont couvertes du début jusqu'à la fin, et bah, on fait voir du maillot comme souvent, surtout sur les premières étapes. Donc même s'il n'y a pas de GPM, en plus il y a aussi des sprints où ils peuvent gratter des points. Alors je sais plus s'il y a les sprints intermédiaires comme, enfin il y en a encore, mais il y avait un maillot particulier par le passé. Je sais plus s'il existe des sprints intermédiaires. Je crois qu'il n'existe peut-être plus Je crois pas, où non. ça incitait avant à aller plus devant aussi. Voilà, peut-être qu'en effet. Il y a moins de gains possibles et que c'est une des raisons pour lesquelles ces équipes-là ne vont pas devant. Mais bon, encore une fois, par le passé, il y avait des fois des étapes aussi plates, sans forcément des enjeux. Et puis, ces coureurs-là, enfin, je pense à Bardiani, allaient quand même devant. Oui, tout à fait. Je vois Chiremad qui nous dit d'ailleurs garder ses forces pour la fameuse 4e semaine. Ouais, c'est pas faux parfois. On a tendance aussi à dire ça pour rigoler. Et puis, plus sérieusement, Seb, moi, il y a aussi un truc moi, qui m'étonne, et je rejoins un peu ton avis. C'est quand tu regardes le scénario type, hein, plus ou moins de cette étape, on a deux mecs devant, tu l'as dit, deux coureurs de la même formation, de Dronhopper, et clairement, à part dans les 30 ou 40 derniers kilomètres, pardon, on va pas faire beaucoup plus d'efforts que si on était dans le peloton, parce qu'ils sont assez intelligents, là, les coureurs de Dronhopper, pour rouler en dedans, pas faire trop d'efforts et essayer de conserver un avantage maximal pour résister ensuite dans les 50 derniers kilomètres le plus longtemps possible, quoi. Oui, oui, et puis je le disais en plus, alors il est pas très âgé encore ce coureur-là, Mattia Baïs, mais lui c'est des coureurs comme Maestri qui sont pourtant sur le Tour d'Italie, il me semble aussi lui qui est dans une autre équipe, c'est des coureurs qui, quand on regarde le nombre de kilomètres qui est effectué, réalisé en échappée sur toute une année, il fait partie des coureurs qui souvent est devant. Et encore une fois, je l'ai vu sur plusieurs Milan-San Remo, je repense à l'année dernière ou en 2020 où il était devant. Et sur toutes les courses en Italie, à Tirreno Adriatico, on le voit toujours sur des échappées au long cours. Donc lui, il a l'expérience des échappées et donc du coup, par le passé, je vais parler d'un commentateur maintenant qui est sur Eurosport là, mais Jackie Durand, on le connaissait pour ça aussi. Il était habitué à être dans les échappées, même s'il n'a pas fait que ça. Et du coup, à chaque fois, c'était un peu le capitaine de route des échappées en disant bon bah faut y aller mollo, faut réaccélérer à tel moment, etc. Là, ça va être compliqué parce qu'ils sont que deux, même s'ils sont de la même équipe. Donc, ça va être quand même une journée galère pour eux. Et ils vont gaspiller quand même des forces, même si le peloton ne va pas forcément très vite au départ. Bon, c'est un peu dommage parce que un coureur comme Mattia Bailly, justement, il a quelques capacités, alors pas en haute montagne, mais dans des étapes un peu vallonnées, où parfois il a pu faire certaines places sur des semi-classiques italiennes. Alors là, on est sur un format beaucoup plus fort avec le Giro. On n'est pas sur le Grand Prix Marco Pantani ou des courses comme ça où je l'avais vu faire des places. Ou la semaine Coppi Bartali, parfois il a fait des top 15 ou des top 20. Alors c'est pas encore une fois la même start list, mais sur une étape comme celle-ci, bon, ça va être des forces de gâcher quand même, hein, malgré tout, hein, parce que le peloton va jouer avec eux, ils vont rester le plus longtemps possible devant et ils vont bouffer quand même du kilomètre et du vent, même si le vent n'est pas si fort qu'on aurait pu le penser aussi, parce qu'il y a quelques portions exposées, mais ils vont quand même laisser de l'énergie. Ouais, alors pour résumer, justement, Paul Scarno nous dit, pour résumer l'étape du jour, il ne se passera rien jusqu'aux 5 derniers kilomètres. Oui, en effet, enfin, à vrai dire, j'espère qu'il ne va rien se passer avant les 5 derniers kilomètres, parce que sinon, ça veut dire qu'il y aura certainement des chutes, parce que malheureusement, c'est souvent ça
les événements un peu extra-sportifs, enfin extra-sportifs, c'est pas Ça sera extra-sportif, comme avant mais les 5 derniers kilomètres, parce qu'il y a évidemment qu'il y a la montée, mais il y a l'approche de la montée. Alors ça ouais, va qui pas va être commencer très à 100 km de nerveuse l'arrivée. et en plus Voilà. Seb, tu me le disais hors antenne avant l'émission, il n'y a pas cette fameuse règle des 3 km aujourd'hui, donc ça va être très C'est très ça. nerveux, tout le monde va vouloir être placé et il ne faudra pas être victime d'un incident mécanique au pied de la bosse de Visegrad parce que sinon ça veut dire qu'on a perdu 30, 40 secondes, voire une minute. Et justement, avant de te redonner la main, Sébastien, je vais vous mettre le profil de cette montée finale. Alors, on a 5 bornes d'ascension à 5,1%, mais ce qui est important de noter, c'est que c'est le début le plus facile. On commence, comme vous le voyez, par 2,6% lors des 2 premiers kilomètres, puis ensuite on passe à 5,1%. Donc la grande question à 100 000 euros, Seb, c'est de savoir si les sprinteurs vont passer ou pas. C'est la question que tout le monde se pose. Alors bon, on peut en discuter aussi avec les personnes sur le chat, c'est l'intérêt aussi. Après, je pense qu'il y en a certains forcément qui vont passer au travers dans les purs sprinters, hein, donc, parce qu'il y a plusieurs sortes de sprinters. Il y a les sprinters comme Cavendish, enfin, je le vois pas devant. Il va se réserver pour d'autres étapes. Enfin, je pense à l'étape quand on va revenir en Italie, la troisième étape notamment. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, il y a des coureurs, j'ai entendu certaines interviews tout à l'heure, juste avant de venir, j'en ai écouté quelques-uns. J'ai écouté Nizzolo qui, lui, disait que ça allait être vraiment très compliqué. Arnaud Demar, lui, il va tout faire pour tenir, parce qu'il a déjà fait Milan-San Remo, évidemment, il l'a gagné, etc. Il pensait un peu, lui, à la montée finale comme la Cipressa ou le Poggio. Donc, il va se donner pour pouvoir tenir dans les forts pourcentages, c'est ses propres termes. Après, voilà, est-ce qu'un Caleb Ewan, qui est considéré comme l'un des meilleurs sprinters en boss, va pouvoir tenir? En fait, tout va dépendre aussi, et ça va être ça la clé, et c'est ce qui revenait aussi dans les interviews, comment va être monté, à quelle vitesse va être montée cette arrivée, quoi. Est-ce que ça va être un train soutenu mais sans à-coups, etc. Ou est-ce que ça va attaquer à tout va avec des changements de rythme mais toujours très fort et où pour le coup là les sprinters, en tout cas ceux qui peuvent tenir le plus longtemps, pourraient essayer d'arriver jusqu'au bout. Et s'ils arrivent au bout, on a déjà vu ça sur certaines courses, notamment Milan-San Remo ou d'autres. Comment ils vont être entamés? Parce qu'il y en a certains qui vont tout donner pour pouvoir suivre, ils vont laisser toute leur énergie dans la fête de pouvoir suivre, et quand il va falloir se remettre debout sur les pédales pour les 100 derniers mètres, eh ben, ils vont toxiner parce qu'ils auront trop puisé dans leurs réserves. Donc il y a ça à prendre en compte, mais c'est la question du jour. Après, je ne l'ai pas parlé de lui et je pense que beaucoup en font un favori. C'est la pépite d'Intermarché qui a gagné Grand Vegal Game, Germay, Binyam Germay, qui est donc, voilà. Alors cette année, il a bien performé sur des sprints massifs. Et alors que l'année dernière, il était meilleur dans des sprints en boss. Il a des aptitudes pour les boss, mais j'ai l'impression que cette année, sur les sprints en montée, on l'a plus vu sur les sprints massifs ou sur les classiques où il avait un très bon niveau. Donc là, il a fait le Grand Prix de Francfort où il a bossé pour Christophe et où il finit quand même dans le peloton. Mais des fois, pour lui, ce qui pose problème, c'est le positionnement, quoi. Il va y avoir cette bataille avant, dans la côte, enfin dans la montée finale, mais avant, ce qui me fait dire que ça sera avant les 5 km. Il va y avoir une bataille de placement parce que, comme en effet tu l'as dit et comme on en a discuté avant, il y a cette règle des 3 km qui ne va pas jouer, donc il ne faudra pas qu'il y ait d'écart. Et on sait très bien qu'à chaque tour, que ce soit le Giro, le Tour de France et même la Vuelta, même si la Vuelta c'est un peu différent parce que ça peut commencer des fois par des étapes encore plus compliquées que celle du Giro de cette année, il n'empêche qu'il faut être devant. Et on va avoir des équipes encore qui vont vouloir être constamment devant, comme les Ineos, etc. Et on se rappelle de ce que ça a pu donner sur certains Tours de France avec malheureusement en effet des chutes importantes et qui faisaient qu'il y en avait certains leaders qui étaient déjà out pratiquement le premier jour. Donc on n'espère pas ça évidemment, mais il y a ça qui va jouer et qui va avoir un impact dans la victoire de l'étape parce que tout le monde ne pourra pas être devant.
Voilà, Ouais. clairement, comme d'habitude. Ouais, tout à fait. Et puis là, je lis un peu les commentaires. C'est vrai que je vois G8 qui nous dit un peu ce que tu disais, Seb, un sprinter. Oui, il faut qu'il passe les 3 km à 5%. Mais ensuite, comme tu le dis, il faut avoir le jus nécessaire pour être capable de lever son cul de la selle, pardon, si vous me passez l'expression, et de sprinter. Parce qu'on l'a vu, moi je pense à Brian Cocard, hein, souvent sur des courses comme le Grand Prix La Marseillaise. Alors il passe les dernières bosses et tout, mais on voit qu'à l'arrivée, bah, il a plus les forces nécessaires. Et il est plus du tout capable de se lever et d'accélérer. Donc moi j'ai peur que ça puisse être un peu ça aussi pour des gars comme Caleb Ewan, qui certes passent bien les bosses, mais qui devraient manquer de jus dans le final. Et puis on l'évoquait un peu aussi, un dernier argument en défaveur des sprinteurs, c'est le fait qu'on soit à la première étape du Tour d'Italie. Et si je dis ça, ça veut dire qu'il y a un maillot rose à aller chercher. On le disait un peu tous les deux avec Seb quand on préparait l'émission. Si on était à la 10e, la 12e ou la 15e étape, peu importe, et qu'il n'y avait que cet enjeu d'étape, bah peut-être que les choses seraient différentes et qu'on roulerait un peu moins fort à l'approche du pied. Mais là, il y a des coureurs. Et Seb, tu citais Valverde notamment, qui ont une occasion unique, et il y en a plein d'autres, hein, de choper un maillot rose. Et un maillot rose dans une carrière, c'est pas loin. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal à croire qu'on puisse filocher dans les 3 premiers kilomètres de la montée pour s'expliquer ensuite gentiment dans le dernier. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais ça me Ouais. paraît compliqué, quoi. Oui, alors Valverde, lui, bon, et il estime que c'est pas trop une arrivée pour lui. Et bon, je pense qu'il sera là, mais il voit comme beaucoup, il a dit clairement, lui, bah, le favori, c'est Van Der Poel. Et comment battre Van Der Poel dans une telle arrivée? C'est vrai que si c'est du Van Der Poel comme au mur de Bretagne de l'année dernière au Tour de France, ça va être compliqué. Mais comme tu le dis, et en effet, ça c'est très important. La dernière fois qu'il y a eu une étape en ligne au Giro, c'était en 2017. Souvent, c'est un contre-la-montre. Voilà, donc là, on a une chance pour un grand nombre de coureurs, même si, bon, il y en a certains qui vont être exclus parce que ça arrive en boss quand même. Il y a quand même une chance d'avoir un maillot rose qui parfois est compliqué à obtenir sur un début de Tour d'Italie. Donc là, c'est clair que si ça avait été la 10e étape, bon, ça aurait été moins intéressant, ce profil-là. Mais sur une première étape, bah, ça change tout, hein. Et il y a certains coureurs, même peut-être des leaders. Alors on dit toujours c'est compliqué, enfin c'est pas intéressant de prendre le maillot de leader les premiers jours, mais tu peux le laisser filer aussi. Et puis il y a des coureurs, comme tu le dis, comme Valverde, c'est que son deuxième Tour d'Italie, bah, il a jamais porté le maillot rose. Van Der Poel, il est bien plus jeune, mais il l'a déclaré et on le comprend, il veut porter le maillot rose, hein. S'il vient là, c'est pour ça, c'est pas que pour gagner l'étape. Donc il y a cette opportunité-là qui fait qu'en effet, ça va ferrailler et que c'est dangereux du coup pour cette première étape parce que tout le monde va vouloir être placé avant le pied pour être dans les meilleures positions possibles. Et voilà, parce que c'est toujours délicat, même si la côte fait un peu plus de 4 km, de pouvoir remonter. Et puis c'est pareil, c'est pareil, quand le placement, va falloir avoir des bons équipiers parce que tu peux y laisser du jus aussi. Et même si tu perdras peut-être pas beaucoup de temps, bah pour la victoire, si tu veux gagner l'étape, faut vraiment que tu sois bien placé, quoi. Ouais, puis le Donc final a l'air ça, sinueux en plus, Seb, parce que là, je regardais la oui, carte et je vous la mets en streaming, ça a l'air de tourner pas mal. Et je vous ai mis l'image aussi. Vous exactement, voyez sur le site du Tour d'Italie, on voit ce fameux c'est château ça. de Visegrad. Et vous voyez la route a l'air de serpenter pas mal autour. Là, on voit que c'est abrité. Je vois quelques arbres et une forêt. Donc, j'ai vite nous Il y en a qui le demander comparent au Poggio, mais le Poggio est moins long. Ouais, c'est plus long, ouais, je pense Euh, quand même. voilà. Et puis bah, le Poggio, je crois que c'est quand même plus tortueux, avec des virages à chaque Puis là, fois on qui voit, sont il y a de très... la forêt, donc on me demandait par rapport au vent, il y aura, enfin, le vent jouera pas de rôle s'il y a des arbres pour abriter. Et Seb, une des grandes différences aussi avec le Poggio, c'est que le Poggio, on arrive sur la Via Roma après la descente et après. un petit peu de plat. Si le Milan-San Remo se jouait au sommet du Poggio, jamais un sprinter n'aurait remporté la course, je pense. Donc, Ça ressemble un peu ça ressemble sinon un peu à l'étape qu'il y avait eu en 2020 sur le Giro également, où c'était Ulissi qui avait gagné devant Sagan, où c'était arrivé à Agrigent. Il y a 2 ans où ça avait été, alors c'était pareil, il y avait un petit replat quand même en haut, alors que là il y en a un petit peu moins, mais ça avait été, il y avait une bataille aussi, et c'est pareil, où s'interrogeait de savoir si les sprinters allaient pouvoir tenir ou pas, et c'était, on n'avait pas réussi à lâcher, ils n'avaient pas réussi à lâcher Sagan, qui avait fini je crois deuxième, mais c'était Ulissi qui l'avait emporté, qui est considéré comme un puncher, même si maintenant, bon, il est peut-être un peu moins fort qu'en 2020 ou les années passées.
Voilà, c'est un peu le même parcours, enfin la Ouais. même sorte d'arrivée, Tiens, Grand Prix de même si... Wallonie, Seb, c'est vrai qu'on nous fait le parallèle Ouais, sur c'est le pas bête. chat et ça me paraît pas mal, ouais. Comme j'y aurais pas Tout à pensé, fait, ouais, et ouais, ouais. carrément. Alors, on arrive en haut de la citadelle, à Namur, dans cette course-là, et par contre, ça dure pas 5 km. Mais dans Mais il y a l'idée, des, ouais, il y ça a me des, paraît il y pas a des mal, ouais. pavés. Puis il y a des pavés, donc, mais bon, l'idée, oui, par contre, l'image, avec l'arrivée tout en haut et puis un château, donc là, c'est la citadelle pour le Grand Prix de Wallonie. Voilà. Et au Grand Prix de Wallonie, ça arrive à une trentaine, quarantaine de coureurs, avec quelques tout petits écarts, et ça peut être la même sorte d'arrivée, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des petites cassures, parce qu'il n'y a pas la règle des 3 km là, et puis que je sais plus si ça reste toujours au bout de 2-3 mètres, enfin 2-3 secondes d'écart entre les coureurs, on compte le temps. Si c'est toujours ce cas-là, il y aura peut-être des petites cassures aussi, donc ils vont vouloir éviter ça au niveau des grands leaders. Mais voilà, oui, c'est un peu cette idée-là. Ça peut se rapprocher, même si, bon, oui, il y a des pavés et puis c'est moins long au niveau du Grand Prix de Wallonie pour l'arrivée finale. Ouais, puis Mais Seb, il y a ça peut un... arriver à 40 coureurs, quoi. Peut-être un petit sprint en comité de 30-40 coureurs. Je ouais, sais pas ce que vous en pensez, mais. ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort, mais il y a un élément aussi à prendre en compte, c'est que contrairement à d'autres courses, bah, je pense notamment à la Flèche Wallonne, où on a cette course de côte à l'arrivée avec le mur de Huy, là, concrètement, sauf s'il y a des chutes, ce qu'on espère bien évidemment pas, on va se présenter au pied de la montée finale avec 170 coureurs dans le peloton. Donc c'est là où le placement Pas va être loin, oui, oui. primordial, parce que Non, c'est pas comparable. on va C'est pas com- récupérer des poids morts dans le sens où dans le peloton, il y a forcément des mecs qui vont être moins bien, qui vont faire des écarts, se laisser décrocher. Et si vous êtes en 80 ou en centième position, devant vous, mort. il va falloir passer des mecs qui sont au bout du rouleau. On l'a vu lors de Paris-Nice. D'ailleurs, rappelez-vous de cette fameuse étape où les trois jumbo font le forcing. Quand il y a eu l'écart, c'était Ouais, terminé. Donc imaginez ça multiplié par 50 mecs devant à passer. Les écarts seront imbouchables si ça sort en costaud et que ça ne se relève pas. Donc vraiment, il faudra être archi, archi bien placé. Et ça, je pense c'est que ça. Seb, ça va être archi primordial. Et pardon pour la répétition du archi. Oui, à Paris-Nice, la côte était avant, et puis après il y avait un petit replat, et une petite même descente, mais puis bon, voilà, mais oui, mais c'est clair que le positionnement est primordial et qu'en effet, contrairement même si la Flèche Wallonne, bon, cette année, ils sont arrivés à une 60-70 coureurs, c'est quand même pas la même chose que le double. Et parce qu'il y a la Côte des Rêves, hein, et toutes ces courses-là qui nous sont encore assez proches dans nos esprits, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2-3 semaines. Mais il y a quelques côtes avant la Flèche Wallonne, et là, en effet, il n'y a pas ça. C'est tout plat. Alors, il y a des moments où il va y avoir des grandes routes. Au départ, bon, ils les ont déjà passées parce qu'il y avait des parties autoroutes, mais à la fin, c'est un peu plus étroit. Et puis voilà, c'est toujours le même problème, hein. Le peloton, tout le monde veut être devant. Mais en plus, on veut placer les vainqueurs d'étape, mais on veut placer les leaders du général. Donc on peut pas tous être devant. Et après, il va y avoir les équipiers qui vont s'écarter. Et en effet, si tu es placé en 70e position, bah, c'est mort, hein. Tu pourras pas gagner évidemment. Et puis en plus, tu risques de te prendre un écart. Et comme tu le disais aussi, il faut pas avoir de problème mécanique. Ça me fait penser, je sais plus quelle année sur le Tour de France, à l'époque, il était encore chez BMC. Ouais, c'était Richie Porte à Cherbourg en C'était Porte, 2019. Richie Porte qui avait eu un problème de mécanique, et puis je sais plus où ça arrivait, mais 2017, j'ai non, je dis ça en des tête. bêtises. Oui, c'était Cherbourg, Ouais. hein, je m'en rappelle. Ouais. Ouais, voilà, oui, voilà, où c'était pas la Philippe qui gagnait, je sais plus, je l'ai plus. Mais en tout cas, je revois l'image de Porte qui était encombré, qui repassait chacun, mais qui avait perdu dans l'affaire 1 minute 30, voire 2 minutes. Donc, c'est le scénario catastrophe qu'il faut impérativement éviter en sachant qu'il n'y a pas la règle des 3 km. Ouais, parce qu'il n'y aura pas les voitures, hein, clairement, donc ça va être très très Ah bah là, non, compliqué. t'as pas Et ça. comme tu le dis, Seb, on peut perdre 1 ou 2 minutes, voire plus, si jamais ça... il y a un C'est ce gros qu'il avait souci perdu à mécanique, hein. l'époque et sur très peu de kilomètres, hein, sur 3-4 kilomètres, même pas, de 2-3 kilomètres. Ouais, tout à Le temps fait. d'avoir le changement de vélo, et puis après de Je me repartir. rappelle plus quelle année c'était d'ailleurs. C'était Bah, ça avant devait. 2017, hein, je dois Il dire des était chez bêtises, hein. BMC parce que je le revois avec le maillot BMC. Ouais, c'était Dans peut-être mon, dans mon- 2004. Ouais, Mais après, donc ça veut dire que c'était avant 2019, parce qu'après il était parti chez Trek. Donc c'était, oui, ça doit être par là, 2017-2018. ouais, je sais plus exactement. Bref, Et c'est bon, pas j'ai très grave. cette image qui me revient par flash comme ça, où il avait perdu. Enfin, c'était énorme, hein, commencer comme ça, c'est le scénario catastrophe parce que même si cette année
on se dit toujours la perte enfin, les écarts vont être monumentaux et puis les quelques secondes qu'on perd au départ, bah, on les retrouvera. Enfin, ça sera rien du tout à la fin du Giro. Bah, enfin, c'est quand même pas bon pour le moral et ainsi de suite, quoi. Donc là, faut impérativement être placé. Et c'est ça qui fait que bah, voilà, avec le classement général déjà en jeu, parce que personne ne voudra perdre de temps. Oui, ça va être coton, hein, je pense. Alors la 2006, chance. non, j'ai 8, c'est pas 2006, je pense pas. Il était bien jeune Ah dans non, cette non, non, époque-là, il en n'était pas 2006, encore. ouais. Il était pas encore passé. Parce que là, je me Ouais, rappelle de je suis pas Porte, sûr moi, qu'il était pro en 2006, hein, parce que non, son un premier premier Giro, ça devait tour. être 2009, un truc C'était comme ça. 2009. C'était 2009 parce qu'il était chez. Je crois qu'il était Chez chez CSC, ouais. CSC. Ouais, il était 2016, chez on nous CSC. dit. Où il y avait eu 2016. l'étape de l'Aquila, d'ailleurs, rappelez-vous, là où il y avait une trentaine de coureurs qui étaient partis, où il faisait partie. Et d'ailleurs, ils finissent 7 ou 8e, je crois, de souvenir de ce Tour d'Italie-là. Porte, c'était une de ses premières grosses performances. Il avait été dans l'échappée, où à l'époque il y avait Arroyo, tout ça, et où Basso avait gagné, mais il avait fallu qu'il revienne dans les dernières étapes parce que c'était une étape qu'on voit rarement, où une vingtaine, une trentaine de coureurs étaient arrivés à l'Aquila avec 15 ou 20 minutes d'avance. C'est vrai. C'est Il en 2016, faisait il nous partie dit, j'ai vu d'ailleurs. qu'il a fait une petite faute de frappe, c'est pour ça. C'était Ouais. Donc 2016, c'était ça 2009, apparaît. ça, je m'en souviens très bien. C'était un super tour. Je me rappelle de ce Giro qui était parce qu'il y avait avec ce coup de Trafalgar, il y a eu des changements de maillot. Il a vu le maillot rose hein, cette année-là, plusieurs jours, Richie Porte. Donc c'était pas, ça pouvait pas être 2006 hein, ni 2009. C'est bien plus récent que ça. Ouais, C'était 2016. dans les années BMC. Mais bon, c'est pas grave, mais on le Si, il a retrouvera. dit, Mais Sébastien, 2016. Il s'est trompé, c'était une petite faute de frappe, hein, du coup le 0 était 2016, passé d'accord, à ok. l'as, ouais. Ouais, j'aurais cru 2017 ou 2018, mais bon, pourquoi pas, ouais. Ouais, du coup, on va passer à nos favoris, parce que je vois que l'heure tourne, donc on va passer à ça, comme ça on va pouvoir clôturer, parce que l'idée c'est pas non plus de durer trop longtemps, comme ça après vous pouvez aller voir hein, l'étape du jour, même si aujourd'hui ça va être un peu moins passionnant forcément que sur d'autres journées à venir. Sébastien, ton favori c'est Mathieu Van Der Poel, mais si tu pouvais nous donner ton Après, on en podium parlait avant. et On en parlait avant. Moi, ouais. j'ai une interrogation sur UAE aujourd'hui qui présente une équipe intéressante pour l'étape. Alors bon, il y a le général avec Almeida, mais il y a deux coureurs qui sont pas Covey et mauvais. Ulissi, ouais, Voilà, il y a Covey aussi qui avait fait un bon début de saison. Ulissi, il est moins fort maintenant qu'il était, mais on sait que quand il est au Giro, il gagne quand même souvent des étapes. Hein. Il a quand même gagné au moins 5 ou 6 étapes depuis qu'il le fait, le Giro, enfin 4-5 je crois. Ça pouvait apparaître à ces belles heures comme une arrivée pour lui. Alors après, l'épouvantail, évidemment, qui peut battre, qui peut battre Van Der Poel? Donnez-nous vos pronos d'ailleurs Euh, sur le live, hein, puis je les donnerai bien entendu. Voilà, après, il y a Guilherme qui peut être bon, mais comme je l'expliquais, il était meilleur à un moment donné dans les bosses en sprint où cette année, on l'a vu plus sur des sprints massifs ou sur les classiques, mais bon, il devrait être là. C'est une bonne chance quand même pour lui, c'est pareil, il est jeune, mais porter un maillot rose après la saison qu'il a pu faire et la victoire à Gand-Wevelgem, ça serait quand même génial pour lui. Et puis, bah, ça serait particulier de voir, quand je dis ça, il y a aucune connotation, ça serait même très bien pour Valverde, à 42 ans, de porter le maillot rose. Mais quand on écoutait son interview ce matin, est-ce que c'est du bluff ou pas, mais il y croyait pas du tout. Hein. Voilà. Après, dans les surprises, il y a un coureur qui est pas mal en ce moment, mais qui est pas dans les plus fortes équipes, on en parlait tout à l'heure, c'est Albanese. Alors ça, vraiment, c'est des grosses cotes après, mais ils peuvent être là. Après, il y avait des coureurs avant comme Van Dramé qui était bon dans cette filière-là, mais qui a eu des problèmes de santé cette année, et puis qui est quand même moins fort que certaines années. Mais avant, ça pouvait être son terrain aussi. Et tout ça, c'est un peu des grosses cotes. Après, on va trouver un peu un mixte avec donc des coureurs comme j'ai cité, et puis des coureurs comme italiens un peu qui vont vouloir être devant, et puis certains comme Bilbao qui vont pas être loin du compte non plus parce qu'il a une bonne pointe de vitesse aussi. Tiens, on nous parle Donc, de Ciccone sur le live. C'est vrai que Ciccone, moi je le vois bien attaquer. Je pense pas qu'il va gagner, mais je serais pas surpris de le voir attaquer. C'est un coureur très offensif et il sera motivé à moi, lui je choper pense le pas. maillot. Donc, Je pense pas qu'il attaquera. C'est ce qu'on lui reprochait un peu sur certains Tours d'Italie, c'était d'en faire beaucoup trop. Après, on a des interrogations sur est-ce qu'il va jouer le général, est-ce qu'il va jouer les étapes, voir le classement de la montagne.
Bon, Venante aussi, ouais, tiens, c'est des coureurs, mais il y a plein de coureurs qui peuvent gagner, hein. Si ça se regarde un peu à un moment et que c'est des outsiders, comme on citait Rota, on citait Covey, Ulissi, des mecs comme Venante, ouais, effectivement, il y a pas mal de coureurs, je pense, qui vont tenter. Parce que comme on vous le disait avec Seb, il y a quelque chose qui est important vraiment à prendre en ligne de compte, c'est qu'il y a un maillot rose à jouer, et ça, c'est vraiment pour beaucoup de coureurs l'occasion d'une vie. Donc il y en a plein qui vont tenter. On pourra avoir des attaques boomerang où au bout de 100 mètres, il n'y a plus de son, plus d'image. Mais clairement, moi, si j'étais coureur, un minimum puncher, oui, je tente tous les jours à un moment, et je pense qu'on aura pas mal d'attaques. Enfin, si on peut, parce que si le train est trop élevé, là, ça va devenir très compliqué. Ça aurait été une arrivée à l'époque, mais on en est loin de ce temps-là. Enfin, on parlait des années 2000 tout à l'heure. Ça aurait été une étape pour Bettini, par exemple. Pour lui, ça aurait été taillé sur mesure. Oui, tout une à arrivée fait, les comme ça. punchers à la Jalabert, à la Bettini, Voilà. effectivement. Donc Van Der Poel, oui. Après, dans les surprises peut-être, parce que c'est un coureur qui est pas mauvais, mais même si c'est pas trop son profil, parce que enfin, il aime bien les courses vallonnées là. Et puis on en parlait, je crois, c'était sur l'émission sur Rivals Manager, Tess Faction. Ouais. Lui, je le vois bien peut-être dans la top 10 par exemple, parce que il a montré certaines velléités Puncher, sur sprinter, ouais. sur Tirreno Adriatico ou sur le trophée La Iglia, des trucs comme ça. Donc là, bon, la participation encore une fois est plus grande ici que sur ces courses-là, encore que sur Tirreno. Ouais, j'ai Il y peur avait qu'il quand soit même. étouffé par le rythme, moi, dans le final. Ouais, peut-être. Ça va être Après, je sûr. disais Albanese, ouais, peut-être. Enfin, il était pas mauvais ces derniers Ouais. temps. Il a du bon punch, lui. Ça serait des grosses surprises, mais les voir dans le top 10, par contre, ça serait pas forcément Ouais, une tout à surprise. fait. Tiens, une dernière question, Seb, parce que ça me paraît intéressant. Est-ce que tu vois un favori perdre du temps aujourd'hui? Enfin, j'entends perdre du temps, pas une minute, hein, mais lâcher quelques secondes sur une cassure ou parce qu'il n'arrive pas encore à 100%. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense dans ce cas de figure-là à des coureurs comme Kelderman. Alors est-ce qu'on peut le considérer comme un, enfin oui quand même. Cette année il a rien fait, on n'a rien vu de lui, mais il finit deuxième du Giro en 2020. L'année dernière au Tour de France il était là quand même dans le top 10. Il finit 7 ou 8e. Donc lui cette année c'est des courses enfin, c'est des étapes dangereuses pour des coureurs comme Kelderman, comme son acolyte, parce que maintenant ils se sont retrouvés chez Bora comme Hindley. Ouais. Bah, tous ceux Voilà. qui sont pas punchers, hein, ça peut être compliqué, hein. Et c'est surtout qu'après, il faut savoir se faufiler, il faut savoir se positionner, encore une fois. Et ces coureurs-là, c'est pas leur fort. Donc ces coureurs-là, c'est quand même un danger. Après, par contre, il y a un coureur qui pourrait être bien aussi et qui est sur ce genre d'arrivée, on parlait des UAE, c'est Almeida. Almeida, il a une pointe de vitesse aussi, hein, au Ouais, même on titre que l'avait vu en Bilbao. Pologne, hein, notamment. Tiens, là, Voilà, notamment. Nibali, je le vois perdre du temps aujourd'hui, par exemple. De toute façon, Nibali, enfin, bah, c'est pas le leader clairement d'Astana, hein. Hugh Donc Carty, après, ça me paraît aussi compliqué cette année, on voit que c'est dur, c'est le genre de mec. Après, Simon Yates, c'est ce qu'il peut jouer, lui, pour la victoire. Il est quand même costaud, puncher également, si c'est du dur. punch. Il a du punch, mais ça sera pas assez dur pour lui. Après, il se défend, il a une petite pointe de vitesse, Ce sera pas assez dur. Guillaume Martin, qui aime bien sortir aussi sur ce genre de finale, pourquoi pas, à voir. ouais, je pense pas Ah, que ce c'est soit non ouvert, plus assez dur pour lui. c'est ouvert. Et, Mais c'est vrai que ça mais va pourquoi dépendre pour moi de combien, enfin, du fait qu'on arrive ou pas assez rapidement à un très petit peloton. S'il n'y a plus que 20 ou 30 mecs, ça peut donner un scénario assez différent dans le dernier kilomètre. À voir, ouais, mais c'est enfin, ouvert. je pense qu'il sera un peu plus, Oui, je à pense moins aussi, qu'il y ait hein. eu, à moins qu'il y ait eu des difficultés, Oui, parce ou une qu'il y a chute, hein, eu, qui coupe le peloton, comme on a pu voilà, voir. voilà. Et ça peut arriver aussi, malheureusement. Mais s'il n'y a pas ça, il devrait y arriver. Enfin, il Comme y en aura des Romandie, petits c'était écarts. quand la première étape, Seb, en Romandie, où il y avait cette chute qui ramène le peloton à 50 et Et qui... c'est ça, où il y avait eu Yonis Aguirre et d'autres qui avaient tout perdu alors qu'il était en bonne condition. Ça avait coupé le peloton en deux et il n'y en avait plus qu'une cinquantaine devant. Donc, mais même si c'était pas arrivé en côte pour cette étape-là, il n'empêche que oui, ça avait coupé le peloton et puis que des coureurs comme Pinot avaient perdu une 30 ou une 45 alors qu'il finit quand même 13e et qu'il avait fait un super chrono à la fin. Donc en effet, même si là il y a de quoi se rattraper sur des étapes, parce que là ça va pas durer une semaine mais 3 semaines, il n'empêche que pour le moral, partir et perdre 1 minute 30, ça serait quand même handicapant. Oui, puis Donc concrètement, ça dépend de ce que tu vises. Parce que par exemple, si ton objectif c'est un fond de top 10, perdre 15 ou 20 secondes, la première étape, tu t'en oui, fiches un petit peu, quoi. oui, il y aurait eu matière à rattraper. Mais bon,
c'est surtout pour le moral, quoi. Si tu te dis, bah tiens, tu commences à partir avec un ennui dès la première Oui, ça étape, commence mal, quoi. la spirale toujours, on dit toujours la spirale négative ou positive, et c'est ça qui compte, quoi, plus que Ouais. l'aspect temps. G8 nous dit qu'ils seront 40-50 à l'arrivée. Ouais, moi je pense ça aussi. Il y Je a pense, peut-être des ouais. micro-coupures entre 2-3 secondes entre deux petits groupes, mais oui, je vois une cinquantaine à peu près de mecs. Ouais, entre 30, voilà, si ça castagne, entre guillemets, peut-être une trentaine, mais je pense que ça sera un peu plus, oui, ça sera à peu près dans ces eaux-là, 40, 50, et puis sinon des petites micro-cassures, mais Ouais, des voilà, quoi. micro-cassures. Bah parfait, bah, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour pour cette première étape. C'était plutôt cool de pouvoir parler du Giro. Je vois que vous étiez nombreux ce midi en plus pour cette première. On se donne rendez-vous demain à la même heure, à moins que Seb, que tu aies d'autres choses à rajouter sur l'étape du jour, des choses que Bah j'aurais si, oubliées. alors tu disais un coureur qui peut perdre du temps, c'est pareil, lui, on en a souvent parlé, lui, Dumoulin. Ouais, ah bah oui, bah, vu sa forme en plus à l'UAE par exemple. Voilà. Les premières étapes, ça va quand même servir à ça aussi. Aujourd'hui, ça va être un indicateur. Si tout de suite on voit des coureurs comme ceux-là qui perdent du temps, on va se dire bah, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont pu faire voir depuis le début de saison. Oui, parce pour des qu'un coureurs Dumoulin comme en forme ne Linderman doit et pas tout. perdre du temps aujourd'hui, clairement. Ah non. Et en plus, tu montres ta faiblesse aux autres. À moins que ça soit lié à une chute ou quelque chose, si tu perds du temps, ne serait-ce que quelques secondes par rapport aux autres, les autres, ils vont se dire, bah tiens, alors après, tu peux encore une fois te rattraper. Et puis, c'est vrai que ceux qui commencent le Tour d'Italie sur des chapeaux de roue, en général, on se rappelle de l'épisode Yates et d'autres, ceux qui partent trop fort, ils peuvent les payer sur la dernière semaine. Ouais, parce L'idéal, qu'en c'est de... Voilà. en plus, il y a un L'idéal, c'est chrono d'avoir... demain, donc si t'es pas en forme aujourd'hui, ça veut dire que Ah c'est oui, physique. Donc demain sur le chrono, ça sera physique aussi et ça sera pareil, compliqué, demain, quoi. voilà. Là, tu auras des indicateurs. Mais aujourd'hui, le coureur qui est parti pour faire un classement ou même un top 15 ou un top 20 perd que quelques secondes, même si c'est que quelques secondes, bon, bah, tout de suite, ça va donner une Un idée. Et puis encore une indicatif. Ça fois, veut pas dire que tu feras pas top 15, hein, comme tu le dis, mais ça donne un indicatif. non. Par contre, si tu veux faire top 5 du Giro, aujourd'hui, il faut pas perdre de temps. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Enfin, si De tu... toute façon, quand tu pars dans ces étapes-là et que tu vises le général, oui, l'objectif c'est à minima, enfin oui, c'est de ne pas perdre de temps. Que tu finisses après 30e, 40e, dès lors que tu es dans le peloton, peu Oui, peu importe, importe. à moins que tu vises une place, si tu as un bout de punch comme Bilbao, et si tu vois l'occasion de se pointer devant toi, tu vas pas la rater. Mais l'objectif, à minima, c'est de se dire, je pars pour rester devant, sans cassure, et puis demain, en effet, il y a le contre-la-montre, même s'il est court. Voilà. Mais après, faut pas montrer d'éventuelles faiblesses. Et je pense que c'est ça plutôt. Faut pas monter de faiblesses aux autres équipes, quoi. Oui, puis il faut être bien placé parce que c'est pareil, on le sait, un contre-la-montre, on part pardon, dans l'ordre inverse du classement général. Envers. Donc, mieux tu es placé, plus tu as de temps de référence avant pour savoir à peu près où te situer, pardon, ne serait-ce que par rapport à tes propres équipiers qui, des fois, tracent un peu ton chemin ou te prennent des repères. Donc, ça aussi, Ouais. c'est un élément Et oui, en important. effet, ça peut compter. Ça peut compter. Alors, je présume que demain, les écarts, peut-être, il n'y a que 9 km et quelques, donc 9,7, je crois. Il n'y aura pas de gros écarts, bon, alors, des fois, tu peux avoir des points de mire aussi. Et puis, il y a certaines courses, je me rappelle de certaines courses en Suisse où il y avait des évolutions de météo parce qu'il y avait un tel écart entre le premier qui partait et puis même pour certains grands tours, hein. Je me rappelle, alors on ne sera pas dans le cas de figure qu'on a eu au Tour de France où Jackie Durand avait pu gagner le maillot jaune comme ça. On parlait de lui, on reparle encore de nouveau de lui. Où c'était à Saint-Brieuc en Ouais, 95 où exactement. il part et puis il y C'est a, Boardman il qui y a avait chuté, Kwiatkowski. non? Je sais plus. Ouais, Ouais. Boardman qui était le seul qui avait pu approcher les temps et qui avait été tellement vite dans un virage qu'il s'était Et qui planté avait pris tous les et il risques. avait eu une grave chute parce qu'il n'avait pas pu continuer, mais il avait pris tous les risques possibles. Et voilà, mais il y en avait avec les 15 premiers qui avaient pu avoir un temps sec et tous les autres avaient eu la flotte. Alors ce sera pas le cas demain, je pense, parce Ouais. il va faire plutôt pas mal, mais Oui, des puis fois il il y a le pleut vent qui moins peut jouer. souvent en Hongrie qu'en Bretagne, sans faire offense à nos amis bretons, c'est assez continental quand même comme climat. Tiens Mais par d'ailleurs, contre, ouais, vas-y. oui, voilà, des fois tu peux. Alors je pense qu'ils vont partir de minute en minute, pas plus, parce que ça ferait trop. Mais si tu as des sprinteurs alors, des fois, des sprinteurs peuvent faire des bons prologues, enfin, c'est plus que le prologue là, mais peuvent faire des bons contre-la-montre sur une distance de ce niveau-là. Mais des fois, tu as des coureurs qui sont mal placés, tu peux avoir aussi des points de mire et puis récupérer du temps. Mais bon, c'est pareil. Ouais, puis là, les C'est quand même sprinters, pas ils vont pas l'objectif. chercher, comme ils C'est vont pas être lâchés l'objectif. aujourd'hui, il n'y a C'est pas pas de maillot l'objectif. rose en vue, quoi. L'objectif, c'est être dans les 15, 20, 30e, je pense, et puis de pouvoir partir pas trop tôt, mais pas trop tard demain,
et puis voilà, d'avancer petit à petit, mais sans montrer une faiblesse dès le départ. Bah ouais, parce que c'est vrai que pour le chrono, même si on fait les reconnaissances forcément le matin, on n'est pas dans les conditions de course et des fois on a des indicatifs, hein. Un coéquipier qui fait le chrono Oui, à fond, qui va dire bah tiens, ce virage-là, fais attention parce qu'à fond ça passe ça pas bien. aussi. Alors que pendant la reco, vous étiez plus ou moins tranquille, vous regardiez. Et là, c'est différent. Donc si jamais tu prends une chute et que tu es le premier à partir, bah t'es pas forcément non plus très serein parce que Alors là, t'as pas de repère, ouais. quoi. Alors là, par contre, je pense que les équipes, vu qu'ils sont sur place depuis mardi ou mercredi, ils ont dû aller le reconnaître quand même. Avant demain, ils ont dû Oh oui, je reconnaître. Je pense, ouais. crois que j'ai vu AG2R qui l'avait fait avec les vélos de chrono. Il l'avait fait, je crois que c'était hier d'ailleurs. Et d'autres équipes, Mais t'es pas en il y a condition de pas. course, quoi. Parce qu'il y a de la circulation Voilà, en enfin, plus, donc après, tu t'es fais pas pas en ce que tu condition de veux. course, mais par contre, ils ont pu quand même profiter du temps qu'ils ont pu avoir parce que c'est pareil, c'est pas génial. Enfin, à chaque tour est comme ça parce qu'ils arrivent toujours 3 4 jours avant. Même si là, on commence le vendredi, non pas le samedi. Oui, puis là, Mais avec les par contre, ça, protocoles Covid, on prend pas de risque, on arrive un peu plus tôt parce que du coup, on voilà. veut être dans Ça, la c'est pas bulle. nouveau et c'est pas génial parce que tu piétines, souvent les coureurs le disent, d'être comme ça, un peu comme des lions en cage, c'est pas évident. Et même s'ils vont s'entraîner Bon, ils et sont qu'ils peut-être vont allés se promener, rouler, c'est joli Budapest, donc ils ont peut-être profité. il semblerait que ce soit pas mal en effet. Ah oui, moi j'y suis allé, et j'avoue que c'est Mais plutôt voilà. sympa. Alors après, bon, je sais pas, enfin, je pense que vous avez dû en parler. En effet, c'est très joli. Après, j'ai vu que par exemple, il y avait Bok Molema qui est pesté parce que c'était quand même pas une entame évidente de dire on Ah fait ouais, 3 jours et Julien puis Bernard après, en bah, parlait pendant son live, il pestait parce qu'il a un ouais. avion, un horaire pas top. Je crois que c'est assez Voilà, donc, compliqué. et Puis on puis pense après, aux bah, suiveurs, dès hein, le parce que lundi, les coureurs, ils partent le plus tôt possible dans des charters ou des vols prévus, c'est mais ça. les journalistes, tous ceux qui suivent, les assistants, etc., c'est pas la même histoire. Donc il y en a qui vont certainement faire le trajet en bagnole, par exemple. Donc, ça, c'est des choses. Ah ouais, mais alors à la coupure, là, tu pars 3 jours. Ouais. Arrête une journée et puis après repartir. En plus, alors c'est l'étape. Ah non, il y a l'étape de plat avant l'Etna, heureusement. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Une étape de repos, en principe, on la trouve à partir du 8e ou 9e jour, sauf, comme ça s'est déjà passé, quand on a des départs à l'étranger, où là, matériellement, ils pouvaient pas faire autrement que de prévoir une journée de repos pour pouvoir revenir en Italie. Mais Ouais. c'est vrai que pour les coureurs, Bah, on aurait et je pensais préféré à reprendre vers Venise, oui, je pense, si on est coureur, parce que la frontière hongroise n'est au final pas si loin de l'est de l'Italie. ouais, Ça aurait peut-être été qu'il y a plus moyen, en simple. effet, en plus. Ça aurait été plus Et simple. ça, faut aussi tabler là-dessus parce que on dit toujours. Puis écologiquement, ça aurait été aussi un petit peu plus intéressant. Ouais, oui, Je et trouve. puis pour la perspective du Giro, quand tu pars sur un grand tour, bah, tu es obligé alors, tu vois au jour le jour, forcément, mais tu es obligé aussi de voir au-delà, parce que l'objectif, c'est pas de gaspiller des énergies, parce que surtout pour le Giro, on sait souvent que le Giro, ça se joue en 3e semaine. Alors là, il y aura le Blaukos qui sera avant, mais on sait très bien quand même que, à part cette étape-là, même s'il y a aussi l'étape de Potenza là, qui est prometteuse, il n'empêche qu'on sait très bien que les étapes là, 14, 15, 16 vont être celles-ci où ça va être délicat, parce que c'est l'enchaînement de plusieurs jours. Et que la 3e semaine, bah, c'est là où en principe, bah, tu as accumulé les efforts et il y en a qui vont pouvoir surnager et émerger davantage que d'autres et que c'est une course, c'est une course au repos aussi. Il faut que tu passes le moins de temps sur les protocoles, le moins de temps, enfin tout se calcule Course à comme souvent l'économie, on tout à entend fait. pour les grands tours. Tout à fait. Ben, sur ces belles paroles, je propose de clôturer. J'ai vite nous dit que c'est un bon horaire à la pause déj. Ouais, carrément, je pense que c'est un bon horaire. D'ailleurs, je vais aller moi-même manger parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc ça va être le bon moment aussi. Bah, Seb, il me reste à te remercier du coup, puis on se donne rendez-vous, on verra avec qui, on verra si je suis tout seul, peu importe, ça change pas grand-chose. Demain, même heure, 13h, pour un débrief de cette première étape, et puis une petite présentation de la deuxième étape. Donc grand merci Seb, bonne journée à tous, bonne étape, et Merci. à Bon bientôt. Giro à tout le monde. Bon Giro, à bientôt. Ciao. Ciao.